J'ai toujours été passionné par l'astronomie, depuis l'âge de 11 ans. Et observer les étoiles, lire des choses sur l'astronomie, ça a toujours été une source intarissable de questionnement pour moi. Sur les autres, sur le monde, sur l'univers qui m'entoure, sur ce qui existe et n'existe pas, sur la vie et la mort. Et l'astronomie, ça a participé à la construction de ma personnalité. Ça a donné du sens à ma vie. Et je suis loin d'être la seule dans ce cas-là. Et on peut se poser la question suivante. Qu'est-ce qui se serait passé pour l'humanité si les cieux avaient été noirs la nuit, avec peut-être juste la lune autour de la Terre qui brille, si le soleil avait été perdu sur la bordure extérieure de la galaxie avec très peu d'étoiles autour de lui? Est-ce que l'humanité se serait posé autant de questions que ce qu'elle a fait dans notre histoire si le ciel n'avait pas été là comme source d'inspiration, si on n'avait pas inventé toutes ces histoires mythologiques sur les constellations par exemple? Est-ce qu'on se serait posé autant de questions sur nous-mêmes, sur le monde? Est-ce que l'humanité aurait progressé comme elle a fait? Et on peut se poser une seconde question. Qu'est-ce que l'astronomie? Et depuis quand ça existe? Eh bien, on va voir ça dans une vidéo avec la tête. Non, c'est pas du tout ça, vous inquiétez pas. Bref. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Astronomo. On va parler aujourd'hui du mot astronomie, et on va commencer par voir depuis quand l'astronomie existe dans l'humanité. C'est l'archéoastronomie qui a pour but de chercher des traces d'astronomie dans des vestiges archéologiques, et il se trouve que le plus ancien calendrier lunaire que l'on connaisse date de 8000 avant Jésus-Christ et a été découvert à Warrenfield en Écosse. On a également trouvé pas mal de structures de pierre ou des bâtiments anciens qui seraient orientés dans la direction du Soleil lors d'équinoxes de solstice ou d'autres astres dans d'autres configurations. Le problème, c'est que parfois les interprétations sont trompeuses. En l'absence d'écriture, en effet, les découvertes ne sont pas forcément toujours fiables. Malgré tout, quand on regarde le début de l'histoire, c'est-à-dire le début de l'écriture en Mésopotamie, c'est l'écriture cunéiforme, on découvre que dans ces textes, il y a déjà des traces d'astronomie. Ce qui laisse à penser que l'astronomie est en effet très ancienne. Alors justement, on y vient, l'astronomie, qu'est-ce que c'est? Le mot astronomie est défini ainsi. C'est la science qui a pour objet l'observation et l'étude des corps célestes et plus généralement de l'univers sidéral. Étymologiquement parlant, le mot astronomie, ça vient du latin astronomia, qui est lui-même dérivé du grec ancien, et qu'on peut décomposer en deux parties. Astron, qui veut dire astre, et nomos, qui veut dire loi. L'astronomie, c'est donc la loi des astres, ou plus simplement, c'est en fait l'étude de la loi des astres. L'astronomie, ça va être donc la science qui va observer les astres pour en comprendre les lois qui les régissent. Ça va être par rapport à la luminosité, la position, le mouvement, les interactions, la distance, la taille, etc. Il arrive parfois que certaines personnes confondent les mots astronomie et astrologie. Or, ce sont deux disciplines complètement différentes qui n'ont ni la même nature ni le même objet. Mais les débuts de l'histoire de l'astronomie sont intimement mêlés avec ceux de l'astrologie. Et je vais vous lire la définition du mot astrologie. C'est l'art d'interpréter les configurations particulières des astres à une certaine date, établie dans une carte du ciel, en vue de déterminer le caractère de quelqu'un, de prédire l'avenir. Et ça, en fait, ce n'est pas une science, c'est une croyance. Mais je ne vais pas vous démontrer ici pourquoi l'astrologie n'est pas une science, d'autres le font bien mieux que moi. Il y a par exemple Hygiène Mentale qui a fait une vidéo sur le sujet, qui est vachement bien. N'ayez pas peur, allez voir, cliquez là, tout simplement. Et nous, ici, on va continuer à parler d'astronomie, et pour creuser un peu plus la question de savoir ce que c'est que l'astronomie, eh bien, on va essayer de voir ce que c'est que la science. Attends, mais t'avais pas dit que t'allais parler des débuts de l'histoire de l'astronomie entremêlée avec celle de l'astrologie? Oui, j'y viens juste après. Et en attendant, le mot science, on peut le définir ainsi. Somme de connaissances qu'un individu possède ou peut acquérir par l'étude, la réflexion ou l'expérience.
Ou encore, la science est l'ensemble des connaissances et études d'une valeur universelle caractérisée par un objet et une méthode fondée sur des observations objectives, vérifiables et des raisonnements rigoureux. Et le mot important ici, c'est objective. En fait, la méthode scientifique, c'est simplement la démarche qui consiste à rechercher l'objectivité. C'est-à-dire qu'on va essayer de savoir comment marchent les choses, qu'on soit là ou pas avec nos illusions, qu'on soit d'accord ou pas et qu'on trouve ça bien ou pas. Et en général, le ou la scientifique va se trouver devant deux cas de figure. Le premier, ça va être qu'on a une théorie qui marche pas trop mal, qui a été démontrée par l'expérience, et qui implique qu'un phénomène devrait pouvoir être observé. Eh bien, on va observer ce phénomène, et la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de démontrer par tous les moyens que c'est autre chose, que c'est pas ça. Pourquoi on fait ça? Parce qu'on a plein de biais. On a des biais cognitifs, on a des biais d'observation, on a des biais techniques dus aux instruments, on peut avoir des conflits d'intérêts, etc. Et aussi, il y a des phénomènes qu'on ne connaît pas, ou que d'autres chercheurs dans d'autres domaines connaissent, mais pas nous. Et une fois qu'on a écarté toutes ces hypothèses, qu'on a fait le maximum, on peut considérer qu'on s'approche de l'objectivité et que notre théorie est peut-être finalement pas tout à fait fausse, mais elle reste réfutable. Et tant qu'elle reste réfutable, c'est-à-dire que tant que quelqu'un peut venir démontrer scientifiquement, preuve à l'appui, que c'est pas ça, ça reste de la science. Et le deuxième cas de figure, c'est on observe un phénomène intéressant et on va émettre une hypothèse pour l'expliquer. On va commencer par écarter toutes les hypothèses qui semblent invraisemblables par rapport à ce qu'on sait déjà ou qui sont trop compliquées. Ça s'appelle le principe de parcimonie. Mais on les écarte temporairement, parce qu'on va tester les hypothèses les plus simples et les plus vraisemblables. Et si ça marche pas, eh bien on reviendra vers les autres. Et je vais vous donner un exemple de tout ça. Durant ma thèse, j'ai travaillé sur les occultations stellaires. Oui, c'est promis, je ferai une vidéo sur le sujet. Et on a voulu savoir si on avait détecté quelque chose. Et pendant 3 ans et demi, j'ai cherché plein d'hypothèses qui auraient pu expliquer ce qu'on a vu autrement. Et à la fin, on avait écarté suffisamment de choses pour pouvoir se dire que peut-être qu'on avait effectivement détecté quelque chose. Ça revient à chercher une aiguille dans une botte de foin. On peut déjà commencer par enlever tout le foin dans lequel on sait qu'il n'y a pas d'aiguille. Mais c'est ce que j'ai fait. Et à la fin, j'avais un petit tas de foin dans lequel je me disais que potentiellement il y avait une aiguille. Comme je disais tout à l'heure, les débuts de l'histoire de l'astronomie sont entremêlés avec ceux de l'astrologie. En effet, au début, on observait le ciel pour plein de raisons différentes, pour des raisons scientifiques, pour des raisons mythologiques, et pour des raisons de superstition. Et soi-disant, on prédisait l'avenir des gens par rapport aux étoiles. Et ça a perduré jusqu'à la Renaissance. Jusqu'au XVIe siècle, on trouve encore des astronomes qui tiraient des horoscopes pour leurs dirigeants, mais c'était déjà plus leur activité principale. Et petit à petit, l'astronomie et l'astrologie se sont séparées complètement jusqu'à devenir incompatibles. Pourquoi? Parce que pendant la Renaissance, on a fait des découvertes scientifiques révolutionnaires en astronomie. Et les recherches qui étaient menées étaient de plus en plus objectives. Elles essayaient de s'affranchir de plus en plus des pressions religieuses et des pressions culturelles. Des exemples de savants de la Renaissance qui ont révolutionné l'astronomie? Eh bien, on peut commencer par Nicolas Copernic, qui en 1543 fait la démonstration de l'héliocentrisme, c'est-à-dire que la Terre et les planètes tournent autour du Soleil. Je préfère ce livre que l'autre. On peut aussi penser à Giordano Bruno, en 1584. Lui, il prédisait carrément qu'on pouvait trouver des planètes autour d'autres étoiles que le Soleil, et qu'il y avait des gens dessus. Ensuite, Galilée, dans les années 1600, il utilisait la longue vue des Hollandais pour en faire une lunette, et il observait les anneaux de Saturne, les satellites de Jupiter, les taches solaires, les phases de Vénus. Ensuite, on peut penser à Johannes Kepler, dans les années 1609 à 1618, il énonça les 3 lois de Kepler, qui décrivent et prédisent l'orbite des planètes autour du Soleil. Et puis enfin, on peut parler de Isaac Newton, en 1670, début de compréhension de la spectroscopie. En 1672, il inventa un télescope à miroir. En 1687, les lois de la gravitation universelle. En 1672, un certain Isaac Newton comprit que ce qu'on appelait le phénomène des couleurs, c'est-à-dire les arcs-en-ciel qui semblaient sortir de prismes de verre, n'était pas dû au verre, c'est pas le verre qui produisait ces couleurs, mais bel et bien la lumière blanche qu'on pouvait décomposer. Et le prisme ne faisait que disperser les différentes bandes de couleurs pour donner un spectre. Et c'était le commencement de la spectroscopie. Entre 1800 et 1850, un instrument fut inventé, et ce fut une nouvelle révolution pour l'astronomie. En 1802, un certain William Hyde Wollaston découvre des raies d'absorption dans le spectre solaire, c'est-à-dire qu'il y voit des bandes noires, des couleurs manquantes. Ensuite, Joseph von Fraunhofer, en 1814, invente le spectroscope,
C'est un instrument qui permet d'obtenir des spectres lumineux à partir de sources lumineuses et d'en mesurer les raies. Ensuite, avec Robert Wilhelm Bunsen, en 1859, il donne l'explication physique de ces raies. Ce sont en fait des atomes et molécules dans les sources lumineuses qui absorbent certaines couleurs, et c'est pour ça qu'elles manquent ensuite dans le spectre lumineux qu'on reçoit. On les appelle des raies d'absorption. Ensuite, Angelo Secchi tourne le spectroscope vers les étoiles et en 1863 produit le premier catalogue d'étoiles avec 4000 étoiles qui contient pour chacune un spectre lumineux. C'est la première classification spectrale des étoiles et c'est la naissance de l'astrophysique. L'astrophysique, c'est la partie de l'astronomie qui étudie les propriétés physiques et chimiques des astres à l'aide notamment de l'analyse spectrale. Bon mais en fait, l'astronomie et l'astrophysique, c'est la même chose, non ? C'est bien que tu me demandes ça, parce que, effectivement, aujourd'hui, l'astronomie et l'astrophysique, c'est à peu près la même chose. Pourquoi ? Parce que quand on étudie scientifiquement les astres, on a besoin d'avoir des informations sur la position, le mouvement, les interactions qu'il y a entre eux, mais aussi sur leur composition physique et chimique, leur nature, etc. Et donc, la seule différence qu'il reste aujourd'hui entre l'astronomie et l'astrophysique, c'est que les astronomes sont employés par les observatoires et les astrophysiciens et astrophysiciennes sont employés par les instituts de recherche et les universités. Dans cet épisode d'Astronomo, nous avons donc vu 3 mots. Le premier, astronomie, qui est la loi des astres, c'est-à-dire c'est la science qui va étudier objectivement les lois qui régissent les astres. On a vu aussi le mot astrologie, qui est une croyance et qui consiste à, soi-disant, prédire les comportements des gens et leur avenir. Et enfin, on a vu le mot astrophysique, qui est une évolution de l'astronomie, qui concerne l'étude des propriétés physiques et chimiques des astres. Et en attendant les prochaines vidéos, levez les yeux au ciel, et soyez dans la lune. Si la question que je vous ai posée au début de la vidéo vous intrigue, je vous conseille de lire le roman de science-fiction écrit par Isaac Asimov et Robert Silverberg, qui s'appelle « Le retour des ténèbres ». Ça parle d'une planète qui a 6 soleils et sur laquelle il fait jamais nuit. Et il y a un moment donné, il n'y a qu'un seul soleil dans le ciel, et à ce moment-là, il y a une éclipse totale de ce soleil. Et tout d'un coup, les gens voient les étoiles pour la première fois, depuis des générations, et même depuis aussi loin qu'ils puissent s'en souvenir. Et le livre parle des réactions des gens face à ce spectacle. Psychologiquement et scientifiquement, c'est très intéressant, et ça fait beaucoup réfléchir. En attendant, si vous pouvez vous abonner, vous aurez accès à toutes les vidéos qui vont sortir. Vous pouvez aussi mettre un pouce bleu, dans le bon sens, si possible, vers le haut, j'espère. Et vous pouvez partager la vidéo autour de vous, en parler. Et moi, en attendant, j'y retourne.